Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Yoporeka Somé et je voudrais partager avec vous ce soir quelques étapes importantes du parcours qui m'a amené jusqu'à vous ce soir. Donc, l'histoire commence dans la famille. Je suis dans une famille où ni mon père ni ma mère ne savaient lire. Et mon père, très tôt, avant que j'aille à l'école, m'a appris l'histoire de la famille en disant que la famille était venue du Ghana, que son grand-père à lui était arrivé enfant sur les épaules de son père, et que la famille, une partie de la famille était encore au Ghana et qu'il était important de savoir d'où on venait, quelles sont les relations de famille, de liens qu'on a avec les voisins et même ceux qui sont très loin, comme ceux qui sont restés au Ghana. Et donc, j'ai écouté ça avec une certaine distraction. J'ai écouté l'histoire, je la connais, mais je ne savais pas à quoi ça me servait. Ensuite, je suis allé à l'école, puis à l'université. Et c'est là que cette histoire m'est revenue, parce que je me suis inscrit pour apprendre la philosophie. Et dans cette discipline, à l'époque, les principales références que nous avions, aussi bien pour la philosophie ancienne que pour la philosophie contemporaine, c'était des Européens ou des Américains. C'était les Grecs, c'était beaucoup d'Allemands, des Français, des Anglais, et le seul nom africain qui apparaissait, c'était Nkrumah. Et alors, ça nous travaillait, en tout cas personnellement, ça me travaillait. Je me suis dit, donc, est-ce vrai que nous n'avons rien apporté, comme disent les racistes? Et si c'est vrai, ça me pose un problème, ça me pose un problème. Jusqu'au jour où, en 1986, je me souviens de la date, notre professeur de philosophie, le professeur Amadé Badini, nous dit d'aller suivre la conférence inaugurale de l'Institut des peuples noirs que Sankara avait convoqué à Ouaga, et la personne qui devait faire l'ouverture, Cheikh Anta Diop, étant décédé 2 mois auparavant, c'est Théophile Obenga qui a été rappelé en urgence, et il me l'a confirmé plus tard par le président Sankara, et c'est lui qui a fait la conférence inaugurale à laquelle nous avons pu assister grâce à l'insistance de notre professeur de philosophie africaine. Ce jour-là, Théophile Obenga nous donne un discours où il a parlé de beaucoup de choses, de beaucoup de sciences, de beaucoup de connaissances originaires qui ont émergé en Afrique, mais ce qui a retenu mon attention à moi, c'est ce que je cherchais, c'est la philosophie. Alors, il a lu un texte traduit en français, et il nous disait que ce texte-là avait été écrit 2000 ans avant Aristote, et que c'était écrit par un Africain, un philosophe africain noir comme nous, dans une langue africaine et dans une écriture africaine. On n'avait jamais entendu ça. Et donc, moi, ça a créé un déclic, ça a répondu à une partie de mes interrogations. Donc, les racistes n'avaient pas raison. Et puis, je vais en Europe pour poursuivre. Évidemment, il n'y a pas de répondant à mes questions. Et je continue, donc on a un cercle d'amis, on fait des réflexions ensemble, et puis à un moment donné, les amis me disent « Écoute, il faut que tu ailles à Dakar, il y a une conférence qui se prépare en 1996 pour le 10e anniversaire de la mort de Cheikh Anta Diop. » Donc je soumets une proposition qui est acceptée, j'y vais, je fais ma présentation. À la fin de la conférence, on nous fait visiter le laboratoire où Cheikh Anta Diop a travaillé toute sa vie. Et en ressortant de là, on voit une stèle que vous voyez devant vous, où il y a des écritures hiéroglyphiques. Dans le groupe, on était 5 ou 6, il y avait 2 camarades qui savaient lire à peu près. Et ils discutaient entre eux en disant « Ah, ils ont fait une erreur sur le nom de Cheikh Anta, ils ont écrit Shir au lieu de Cher. » Bon, moi, j'étais là comme un aveugle. Et ça m'a rappelé quelque chose que ma mère disait. Elle ne sait pas lire, en autodérision. Elle disait, elle est l'aveugle de la famille. Et la sourde aussi. Elle nous a envoyés à l'école, mes frères et moi,
pour qu'on voie et qu'on entende pour elle. Et là, j'étais incapable de voir et de remplir la mission que ma mère m'a confiée. J'ai dit, c'est pas possible, il faut que je règle ce problème. Donc, il y a un institut d'égyptologie à Strasbourg, je rentre et je m'y inscris à la rentrée suivante. Et je constate que l'écriture dont on parle, c'est effectivement c'est la première écriture, non pas seulement africaine, mais de l'histoire de l'humanité. Et le principe, c'est une écriture pictographique, c'est-à-dire que ce sont des images qui existent dans la nature. La faune africaine, la flore africaine, les parties du corps humain, des objets fabriqués, comme vous voyez sur l'écran. Et il y a un millier de signes. Et parmi ce millier de signes, il y a une trentaine de signes qui ont été isolés et qui correspondent à un son unique ou à une lettre unique. Quand vous avez maîtrisé ces signes, vous ne pouvez pas encore comprendre un texte égyptien, mais vous savez lire à peu près. Il faut aller au-delà, vers d'autres signes qui ont 2 sons, 2 lettres, 3 sons, 3 lettres, 4 sons, 4 lettres, etc., etc. Et ces signes sont classés par rubrique. Et il y a une dernière rubrique en rouge que les égyptologues ne savent pas quels sont ces types d'objets. Ce sont des objets fabriqués. Des êtres de la nature, ils les auraient repérés. Mais ces objets fabriqués, ils ne connaissent pas. Donc, ce sont les signes douteux ou inconnus. L'un d'entre eux est celui-là. Bon, quelques années après 2 ans ou 3 ans, j'ai reconnu cet objet que ma mère utilisait et que vous reconnaissez tous. Et donc, il s'agit véritablement, j'ai même écrit un article là-dessus, il s'agit en disant que, parce qu'il y a 31 signes qui sont inconnus, donc celui-là, en moins, il en reste 30. J'en ai un dans la liste, bon, je n'ai pas le temps de vous en parler, que je crois avoir reconnu aussi. Donc, voilà, ça c'est un aspect. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette langue, qui n'est pas si compliquée à apprendre? Les signes sont dans la nature, il suffit donc de savoir à quel son ou à quelle lettre ils sont associés. Au bout de 2 ans, vous savez lire et comprendre un texte. Et je vais vous raconter, par exemple, une série d'histoires que j'ai découvertes en lisant ces textes-là. La première chose, c'est un procès. Un ouvrier a déclaré la perte d'un outil en cuivre et quelques jours après, un témoin est venu lui dire « J'ai vu telle dame, une dame, voler cet outil ». Donc, le monsieur s'en va, le texte dit, à la cour de ceux qui écoutent, donc le tribunal, et porte plainte. Le tribunal convoque la dame, lui pose la question, « Avez-vous volé l'outil en cuivre en question ?» Elle répond « Non, je n'ai pas volé. » « Êtes-vous capable de jurer sur le pharaon et de nous dire si vous avez volé ou pas ?» Elle jure sur le pharaon et même sur le dieu Amon, « Je n'ai pas volé. » Le président du tribunal, on dit que c'est un scribe, il envoie un garde et 2 autres ouvriers en compagnie de la dame fouiller sa maison. La fouille terminée, alors ils trouvent les 2 gardes et l'ouvrier trouvent l'objet volé et trouvent aussi enterré au même endroit 2 autres objets en cuivre. Donc, il ramène le tout avec la dame, on lui repose la question, « As-tu volé ou pas ?» Elle reconnaît donc les faits. Et le texte dit, la dame mérite la mort. Mérite la mort. Bon. On ne sait pas si la peine de mort a été appliquée, on sait qu'elle n'est pas appliquée dans des cas comme ça. Mais le sens de cette réflexion, c'est que c'est une offense contre le pays. En fait, les objets qui servent à creuser les tombes royales ou à faire le travail ordonné par Pharaon appartiennent à l'État, appartiennent à la collectivité. Et voler un bien de la collectivité, c'est comme si on avait fait un crime. Voilà. Mais on ne sait pas quel est le verdict qui a été donné, parce que le président du tribunal dit que c'est le vizir qui doit prononcer la peine, et le texte s'arrête à ce moment-là. Donc, on ne sait pas.
Ça, c'est au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Un autre texte, une autre histoire, donc qui parle de la vie des Égyptiens du commun, et pas de la royauté, de la cour royale, nous dit, alors c'est une série de 25 ouvriers, on a leur nom, ils sont tous égyptiens, sauf un qui est étranger, qui porte un nom étranger. Alors, en face de chaque nom d'ouvrier, il y a une date, des dates qui sont marquées, et à l'encre rouge, la mention malade, où sa fille a vomi, sa femme a vomi, ou sa mère est passée, c'est-à-dire décédée, et ces motifs donnent droit à un congé où le salaire de l'ouvrier n'est pas retenu. C'est-à-dire qu'il y a un deuil dans la famille, il y a une maladie, soit que c'est lui-même, soit que c'est sa famille, même un collègue de travail. Et à ce moment-là, l'ouvrier est absent, mais n'est pas pénalisé. Il y a même la mention en repos, c'est-à-dire, alors la semaine à l'époque fait 10 jours. Et donc, on peut avoir un congé hebdomadaire. Ça, c'est aussi au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Et un siècle plus tard, dans la même zone, ça s'appelle Der el Médine, il y a la toute première grève de l'histoire de l'humanité. Les ouvriers se mettent en grève, c'est-à-dire, le texte dit, ils arrêtent de travailler et ils sortent sur la place publique et ils s'asseyent. La raison, c'est quoi? C'est parce qu'il y a un retard dans le paiement, un retard de 15 jours. Un retard de 15 jours seulement. Donc, voilà ce qu'on peut découvrir de la vie quotidienne en Égypte ancienne. Moi, sur ces faits, je me rends, les amis me persuadent de faire une thèse en égyptologie. J'étais déjà docteur en philosophie, je disais, ça ne m'intéresse pas, je suis... Et puis, il insistait en disant, un jour, il m'a sorti l'argument, tu vas pouvoir encadrer des thèses. Donc, je n'ai plus rien dit, et j'ai commencé le travail. Et à un moment donné, je me rends en Égypte en voyage d'études. Je vais sur le plateau de Saqqara, là où il y a la toute première pyramide qui est devant vous, construite par cet architecte qui s'appelle Imhotep, qui est architecte, mais aussi médecin, qui est juge, et qui est vizir, c'est-à-dire le premier ministre du pharaon pour lequel il a construit la pyramide. Alors, et ce personnage-là est tellement célèbre pour ses connaissances que, à la basse époque, c'est-à-dire au VIe siècle avant Jésus-Christ, donc il a construit la pyramide là en moins de 1660 à peu près. Donc 2000 ans après, son peuple se souvient de lui et en fait une divinité, c'est-à-dire il est divinisé. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire égyptienne. Il est divinisé en même temps que sa mère. Sa mère, on ne sait pas quelle était sa profession. On ne sait même pas si elle savait lire. Le père était architecte, ça on sait. Donc le peuple se souvient de lui 2000 ans après et lui fait cet hommage. Ensuite, je vais sur le plateau de Gizeh, là où il y a la grande pyramide du Khéops, 146 mètres de hauteur et un diamètre au sol de 3 hectares, 5 hectares 300, avec voilà, la chambre funéraire que les ingénieurs ont du mal encore à situer, à localiser. Je ne parle même pas de la technologie de la construction des pyramides, qu'on ne connaît toujours pas. Donc, voilà les réalisations qui sont trouvées sur place. Ensuite, je me pose la question, quel est le plus important que ces personnes ont fait? Est-ce que ce sont les pyramides? Et d'un point de vue personnel, je pense qu'il y a quelque chose qu'ils ont réalisé de plus important encore, c'est-à-dire que c'est le système social ou le système éducatif, l'ensemble des valeurs qu'ils ont mises en place et qui a permis ces réalisations. Et l'une d'entre elles, en fait, ce n'est même pas une simple valeur, c'est un ensemble de valeurs qu'on appelle Ma'at. Ma'at, c'est un mot égyptien qu'on peut traduire par la vérité, la justice, l'équilibre,
la solidarité, la compassion, etc., etc. Et qui prône le respect, l'égalité des êtres humains. L'idée de l'égalité ne se trouve pas dans la société. Parce que si on regarde toutes les personnes qui sont ici, il n'y a pas d'égalité. Il y en a qui sont grands, d'autres sont petits, certains sont plus fortunés que d'autres, certains sont des femmes, d'autres sont des hommes, etc., etc. Comment savent-ils que les êtres humains sont égaux et que leur vie est sacrée? Donc ça, c'est dans leur vision du monde, là, ce qu'on appelle la cosmogonie. Et voici une histoire qui témoigne de ces valeurs-là. Alors, le pharaon que vous voyez ici, Khéops, il a entendu parler d'un magicien dont le nom est Djedje. Djedje, vous avez bien entendu. Il envoie son fils chercher ce magicien, et il a 110 ans, donc il ne craint personne, et le magicien lui pose une condition: je veux une deuxième barque où je mets mes enfants et mes livres, et ma bibliothèque. La condition est remplie, et ils s'en vont au palais, ils arrivent là, le roi lui demande: est-ce que c'est vrai que tu sais couper une tête et la remettre en place? Il dit: oui, je sais le faire. Et le roi dit: ramenez l'étranger qui est retenu au palais pour qu'il fasse son essai. Et le magicien dit: non, Majesté, pas sur le troupeau noble. C'est-à-dire, je sais le faire, mais pas sur les êtres humains. C'est interdit. Alors, il demande une oie, c'est-à-dire un canard. Il demande que la tête soit tranchée et jetée à gauche et le corps à droite. Il prononce ces paroles magiques et la tête se remet sur le corps et l'oie, le texte dit, l'oie se redresse en dandinant. Voilà. Donc, voici le signe, y compris dans les contes, du respect de la vie humaine, à cause de ce principe qui s'appelle, ou grâce à ce principe qui s'appelle Ma'at. Alors, pourquoi, je vous raconte, c'est une sélection. Pourquoi cette sélection d'histoires, de petites histoires sur l'Égypte ancienne? Et à quoi ça sert de connaître, non pas l'existence des pyramides, c'est très bien, et d'ailleurs on ne sait pas toujours. Donc, si des jeunes gens ou des jeunes filles comme vous, ici, s'intéressent à l'architecture, il serait bon que les Africains, que nous soyons aussi là, parce que c'est un champ de recherche. On ne sait pas comment ça s'est construit. Donc, il faut que la solution vienne. Tout le monde est là-bas, ils cherchent, les Japonais, les Américains, les Européens, etc. Il faut que nous y soyons aussi. Mais le plus important pour nous, qui menons des combats pour notre liberté et aussi pour notre dignité, il y a quelque chose de plus fondamental, c'est-à-dire la reconnexion avec ce passé en utilisant les armes de la connaissance. Amilcar Cabral appelait ça les armes de la théorie pour reconquérir notre liberté et pour fonder le monde que nous voulons aujourd'hui et demain. Merci pour votre attention.